Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur l'Insoumission. Aujourd'hui, on a le très grand plaisir de recevoir notre chère Manon Aubry. Salut Pierre. Salut Manon, vous la connaissez, on la présente plus, c'est une des figures les plus connues dans la lutte contre l'évasion fiscale en France. Elle a été pendant plus de 10 ans dans l'ONG Oxfam, responsable de plaidoyer sur l'évasion fiscale. Aujourd'hui, elle est au Parlement européen et elle mène le combat toujours contre l'évasion fiscale. Et ça tombe bien, puisqu'on a eu un très gros scandale qui n'a pas fait suffisamment de bruit. C'est les Pandora Papers, qui auraient dû faire une onde de choc par le montant des milliards et des milliards qui sont dans les paradis fiscaux. C'est peut-être, Manon va nous répondre, mais peut-être le plus grand scandale d'évasion fiscale de tous les temps. Il y a eu plus de 600 journalistes de 150 pays qui ont travaillé pendant des mois et des mois sur la fuite de plus de 12 millions de documents qui sont issus de 14 cabinets d'avocats. Juste petit comparatif, l'onde de choc qu'avaient provoqué les Panama Papers en 2014, c'était les fuites d'un seul cabinet d'avocats panaméen qui s'appelait Mossack Fonseca. Aujourd'hui, les réactions, elles sont quasiment nulles dans le champ médiatique et dans le champ politique. Un seul tweet de Bruno Le Maire, les députés En Marche sont totalement absents. On va voir que c'est parce que certains d'entre eux ont été pris la main dans le pot de confiture. Coucou Sylvain Maillard. On va voir qu'il y en a aussi au niveau européen. On va voir qu'il y a aussi l'extrême droite qui est pris dans le scandale, mais ça ne fait pas suffisamment de bruit. Du coup, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui avec Manon Aubry. Première question, Manon, est-ce que pour toi, c'est le plus grand scandale de tous les temps ? Malheureusement, si on en croit l'écho médiatique, on pourrait dire bon, c'est un petit scandale comme d'hab, quoi. Et en réalité, oui, c'est le plus gros scandale de l'histoire. Et pourtant, il y en a eu, et il y a de quoi comparer. Si on prend les 10 dernières années, moi, depuis que j'ai commencé à travailler contre l'évasion fiscale, il y a une dizaine d'années, on a eu le premier, c'était les Offshore Leaks, et après Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks, OpenLeaks, SwissLeaks, bref, il y en a eu tellement, la liste est longue, on en a une quinzaine. Mais la spécificité de ce scandale, c'est à la fois le volume du scandale, puisqu'on a plus de 11 millions de documents qui viennent de 14 cabinets d'avocats, qui sont ceux qui facilitent l'évasion fiscale. On reviendra plus tard sur leur rôle, mais pour comparer, par exemple, les Panama Papers, ça venait d'un seul cabinet qui s'appelait Mossack Fonseca, et donc là, il faut en gros multiplier par 14. Et l'autre spécificité de ce scandale, c'est qu'il a des données sur une durée de 20 ans. Donc on voit aussi comment, au fur et à mesure, à la fois les évadés fiscaux d'un côté, et les paradis fiscaux et les cabinets d'avocats qui facilitent l'évasion fiscale, s'adaptent au fur et à mesure à la régulation, et qu'on voit qu'en fait, au final, les timides choses qui ont été faites, elles sont très loin derrière les pratiques d'évasion fiscale. Et la dernière spécificité de ce scandale, peut-être, et ça, on va y revenir parce que ça veut vraiment dire quelque chose, c'est qu'on a un nombre important de dirigeants politiques, 35 chefs d'État en exercice ou ex-chefs d'État, plus de 300 personnalités publiques, et qui donc jouent un rôle à la fois dans la supposée lutte contre l'évasion fiscale et qui luttent contre l'évasion fiscale. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un des points clés qui explique la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, qui est une inaction totale contre l'évasion fiscale, et on en arrive à ce chiffre qui a fait certains gros titres, au moins 11 300 milliards d'euros cachés dans les paradis fiscaux. C'est pour donner une idée aux gens, parce que j'imagine personne n'a 11 300 milliards, bon, même genre 1 milliard, on ne sait même pas ce que c'est dans notre vie à nous, parce qu'on ne gagnera jamais tout ça. Mais c'est à peu près 4 fois le PIB de la France, pour donner une idée. Ok, tu le disais, on est à plus de 10 scandales, LuxLeaks, Paradise Papers, OpenLux, là encore en février. Le 3 avril 2016, il y a eu une onde de choc, c'était les Panama Papers. Comme tu le disais, c'était seulement un seul cabinet du Panama, Mossack Fonseca. Il y avait eu beaucoup plus de réactions à l'époque. Là, aujourd'hui, en 2021, il y a eu un seul tweet de Bruno Le Maire qui dit « Je vais vérifier si les résidents français ont fraudé ». C'est ça ce qu'il dit Bruno Le Maire. Rien des députés de La République En Marche, de l'Élysée. Comment on explique ce silence assourdissant du champ politique et du champ médiatique ? Bon, on a lancé un petit avis de disparition, un avis de recherche pour Macron. On l'avait lancé pour Le Maire, puis on a fini par le retrouver au bout de 48 heures. On l'explique à double titre. On l'explique d'abord parce qu'ils sont très, très gênés. Ils sont gênés parce qu'un des leurs est pris la main dans le sac. C'est le député de La République En Marche, Sylvain Maillard.
dont son nom est cité, et d'ailleurs il prétend que son identité s'est fait usurper, mais toujours est-il qu'à la fin c'est son nom qui apparaît. C'est un scandale de toupie, non? Ouais, c'est l'histoire de toupie, enfin, peu importe les détails, mais on a quand même un député, en plus il y a une vidéo qui était ressortie qui était assez intéressante, de lui face à un gilet jaune sur un plateau et qui dit « Non mais l'évasion fiscale, vraiment, on lutte contre !» Bah ouais mon gars, quand c'est toi qui fais de l'évasion fiscale, tu luttes vachement contre. En fait c'est un peu comme si on demandait à un bourreau d'arrêter de taper. Le bourreau qui est en train de taper, il ne va pas arrêter juste parce que vous lui demandez. Il faut l'arrêter parce qu'on met des règles et parce qu'il y a un système qui l'arrête. Mais là le problème c'est quand ce système, il est l'œuvre même de ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, c'est clair qu'on n'aura jamais les moyens de lutter contre l'évasion fiscale. Donc, il y a une première gêne qui vient de là. Alors, il y a un député de La République En Marche, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des alliés de Macron au niveau européen, le ministre des Affaires économiques aux Pays-Bas. On va y revenir parce qu'en plus, lui, il joue un rôle particulièrement important au niveau européen. Il y a l'allié de Macron, le Premier ministre tchèque, qui en plus est très problématique sur d'autres questions, mais qui lui aussi a été pris dedans. Enfin, pris dedans comme si on les avait trouvés. Enfin non, qui pratiquent l'évasion fiscale. Il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, la première raison, c'est un peu l'arroseur arrosé. Donc c'est un peu, voilà, ils sont gênés parce qu'ils sont directement concernés. Deuxième raison, c'est aussi parce que ça les renvoie à leur propre responsabilité. Ça renvoie à des années d'inaction en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Quand on n'a pas plus tard qu'il y a quelques mois, la France qui bloque dans des négociations au niveau européen la transparence fiscale pour les grandes entreprises multinationales, pour savoir ce qu'elles font dans les paradis fiscaux, pour ne plus attendre les bras croisés d'un scandale à un autre, d'avoir les informations parce qu'on a des lanceurs d'alerte et parce qu'on a des fuites de données qui sont analysées par les journalistes. On a besoin de la transparence parce que les évadés fiscaux, c'est un peu comme les vampires, ils n'aiment pas la lumière. Donc il faut les mettre à la lumière. Et dans le cadre de négociations au niveau européen, moi que j'ai suivi, parce que j'étais rapporteur pour notre groupe, la France a quand même, ni plus ni moins, copié sa position sur celle du MEDEF, donc le syndicat des patrons français, pour bloquer cette mesure et pour limiter la portée de cette mesure de transparence. Et en vrai, des exemples comme ça, j'en aurais plein sur les dernières années, et ça résume peut-être l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Donc c'est sûr qu'ils sont plus rapides à réagir quand il s'agit de pointer du doigt les musulmans, les écrans plats, ou les écrans plats, exactement. Rentrée, ouais. Voilà, nous faire une polémique parce que, soi-disant, alors que par ailleurs c'est complètement faux factuellement, soi-disant l'aide de rentrée servirait à payer des écrans plats, alors que c'est les mois où il y a le moins d'achat d'écrans plats de toute l'année. Là, ils réagissent vraiment très très vite. Par contre, quand il s'agit de lutter contre l'évasion fiscale, il n'y a plus personne. Mais justement, on parlait des écrans plats. Comment, toi qui as des années d'expérience à Oxfam, il faut quand même le rappeler, c'est quand même, t'es un peu une des figures les plus connues sur la lutte contre l'évasion fiscale avant que tu deviennes et que tu poursuives le combat au niveau du Parlement européen. Comment, dans le contexte actuel de zémorisation médiatique, comment on arrive à faire de l'évasion fiscale un sujet, comment on arrive à parler de la grande délinquance? C'est peut-être plus visible la petite délinquance. Alors oui, des vidéos de quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, forcément c'est plus visible. On ne se représente pas, tu le disais, la somme des 13 000 milliards, c'est presque trop loin, c'est peut-être pour ça qu'on arrive moins à en parler, mais comment on fait pour amener ce sujet dans la campagne? C'est clair que c'est plus facile pour la droite et l'extrême droite de nous parler d'insécurité du matin au soir en nous disant que c'est notre voisin de palier qui nous empêche de trouver un emploi ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un deux poids deux mesures avec ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, donc la délinquance d'une poignée de privilégiés, parce qu'on rappelle en fait l'évasion fiscale, c'est une poignée de privilégiés, c'est une poignée de très très riches dans lesquels on trouve des gens qui font de la politique par ailleurs, donc ça pose évidemment un problème démocratique. C'est vrai qu'on n'avait même pas mentionné quand même qu'il y avait des SK dedans, mais ça se mentionne quand même. Mais bon, c'est pas le seul, loin de là. Et donc on a en gros un certain nombre d'hommes et femmes politiques qui sont pris dedans, et j'ai perdu le fil de mon idée de comment on en fait pour parler. Voilà. Donc on a une délinquance qui est mise sur le devant de la scène et qui dit c'est ça le problème. Et c'est vrai que quand nous, après, on arrive avec nos sujets d'évasion fiscale, ça paraît abstrait pour les gens. Et moi, je pense que l'enjeu,
c'est de ramener ça dans le quotidien des gens. Quand je travaillais à Oxfam, on s'était posé la question de comment parler de tous ces trucs abstraits dans le quotidien des gens. Et on avait fait une petite vidéo, peut-être on pourra en passer un extrait dans l'interview, je pense pas qu'Oxfam nous poursuive en justice pour ça. Mais justement, on avait démontré en quoi l'évasion fiscale, c'était un vol en bande organisée de nos services publics. Donc en fait, on a mis en scène un braquage dans un hôpital. Et d'une vidéo qui avait bien tourné à l'époque, c'était après un des nombreux scandales d'évasion fiscale, tu vois, je ne sais même plus lequel. Et ce braquage symbolise en fait l'impact dans la vie des gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, il faut vraiment bien comprendre et c'est hyper important. Quand on a des grandes entreprises et des riches qui ne payent pas leur juste part d'impôt, qu'est-ce qui se passe? L'impact, il est double. D'un côté, on a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, les gouvernements vont faire ce qu'ils font depuis des années, moins d'argent, moins de dépenses. Donc on va couper dans nos services publics, dans l'hôpital, dans l'éducation, comme on le fait depuis des années. Et puis la deuxième conséquence, ok, on a moins d'argent qui rentre, on va essayer de compenser un peu. Donc on va essayer d'aller reprendre de l'argent. Mais où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher là où c'est plus facile. Toi, moi, quand on va faire des courses, on ne fait pas gaffe, mais j'invite tout le monde à regarder. Regardez sur votre ticket de caisse, vous avez la TVA. La TVA, c'est ce que vous payez à l'État. Quand on est plus pauvre, en général, on dépense plus. On n'économise pas parce que malheureusement, on n'a pas de quoi économiser. Donc, on dépense notre argent. Donc, en fait, en proportion de revenus, on paye davantage de TVA. On paye davantage d'impôts. C'est le cas de la TVA, c'est le cas de la CSG, etc. Et ce que font les gouvernements, c'est d'augmenter ces impôts qui sont injustes, qui frappent davantage les plus pauvres. Parce que oui, quand on est au RSA ou au SMIC, on ne va pas planquer sa thune en Suisse. Parce que oui, quand on est une petite entreprise, prend une librairie du coin ou un bar PMU, on n'a pas de filiale au Luxembourg ou ailleurs. Alors que Starbucks, pour comparer au bar, ou Amazon, pour comparer à la librairie, eux, ils ont des filiales dans les paradis fiscaux. Et ça, c'est un enjeu majeur. Et c'est vrai que si tu rajoutes à ça la politique actuelle du gouvernement, qui non seulement n'a rien fait contre l'évasion fiscale, mais en plus a multiplié les cadeaux pour les riches, c'est sûr qu'il y a une forme de cohérence qui explique d'autant plus, pour revenir à ta question précédente, le silence de Macron et son malaise. Parce que ça revient à la question de est-ce qu'il faut que les riches payent? Nous, ce qu'on doit dire dans cette campagne présidentielle, c'est oui, les plus riches, oui, les plus fortunés, ils doivent payer à hauteur de leurs moyens. Il se trouve qu'ils en ont plus. Donc, ils doivent payer davantage que les plus pauvres qu'on fait raquer. Tu vois, quand je pense qu'on va faire des économies de 3 clopinettes sur la réforme de l'assurance chômage, on a des gens qui vont perdre jusqu'à 20%, et pour certains, ça va même aller jusqu'à 40%, de leur assurance chômage. Et dans le même temps, on a des gens qui sont des millions d'euros en allant dans les paradis fiscaux. Moi, ça me fout vraiment la rage. Mais justement, est-ce qu'on ne peut pas se servir de ça, de ce chiffre-là? Alors, ce chiffre-là, il faut préciser quand même qu'il date de 2020, le chiffre de 13 000 milliards. Et qu'il y a une estimation de l'argent qui est dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas l'argent qu'on va tout récupérer. Il faut bien préciser que, que ça ne date pas de ce scandale-là. Est-ce qu'on ne peut pas se servir de ce scandale comme un levier, justement? Tu parlais de services publics, des salaires, pour contrer le discours austéritaire et dire, voilà, en fait, il y a quand même cette somme d'argent qui est folle. On est là à dire que ça coûte un pognon de dingue, justement. Enfin, quand on voit ça, c'était Macron qui avait dit ça. Oui, c'était Macron qui avait dit ça. Et donc, quand on voit les ordres de grandeur, est-ce qu'on ne peut pas un peu se servir de ce chiffre-là pour dire, mais en fait, nos services publics, on l'a vu, l'austérité, les conséquences pendant la crise sanitaire, c'était nos soignants qui étaient en blouse, on voit nos profs qui sont en train de souffrir. On peut se dire, en fait, augmenter par exemple les salaires, passer le SMIC à 1 400 € net, en fait, ça ne coûte rien par rapport à tout l'argent qui… Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir comme levier pour dire, là, vraiment, la grande délinquance, c'est ça. Et vous nous parlez de tout sauf de ça, en fait. Ouais, d'autant plus que pour donner un ordre de grandeur, l'évasion fiscale, c'est 60 à 80 milliards d'euros par an. Bon, pareil, ça parle pas parce que c'est des chiffres abstraits. Mais pour donner une idée, c'est à peu près le budget de l'éducation nationale. Donc, si on récupérait tout l'argent qui va dans les paradis fiscaux, des riches et des grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts, on pourrait doubler le budget de l'éducation nationale. Évidemment, on pourrait aussi le distribuer autrement, mais ça donne une idée. T'imagines, un budget doublé dans l'éducation nationale, mais tout ce qu'on pourrait faire. Le RSA pour les jeunes, c'est 5 milliards, c'est rien par rapport à… 5 milliards pour que tous les jeunes de 18 à 25 ans… C'est clair. Et qu'on n'ait plus ces images dans la 6e puissance publique, 6e puissance mondiale, d'avoir des jeunes qui font la queue juste pour bouffer, quoi. Juste pour survivre. Et c'est vrai que c'est une question de priorité politique. Et moi, j'en peux plus d'entendre ce discours. On n'a pas les moyens, on ne peut pas vivre à crédit, blablabla, blablabla. En fait, quand il s'agit de trouver du pognon, ils vont toujours trouver dans la poche des pauvres. Ils font la poche des pauvres plutôt que de lutter contre la pauvreté, en fait.
Et ça me rend dingue quand on voit tout l'argent qui échappe au fisc français. Alors qu'en vrai, on va peut-être parler après de comment on pourrait arrêter ça, mais en vrai, en fait, c'est peut-être aussi un message d'espoir que je veux donner, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à l'évasion fiscale, qu'on a des solutions, et que oui, on peut agir, y compris à l'échelon national. Et ça, pour ça, il faut de la volonté politique. Et c'est clair que le gouvernement n'en a pas, mais qu'on pourrait faire énormément de choses avec cet argent. Tu dis le RSA pour les jeunes. On pourrait revaloriser les métiers féminisés dans la fonction publique, toutes ces aides-soignantes qui étaient en grève jusqu'à pas longtemps encore et qui sont sous-payées et que notamment François Ruffin met à l'honneur dans son film Debout les femmes. Évidemment venir en aide aux jeunes. On pourrait aussi aux sages-femmes aussi qui sont en train de pourrait repenser notre système de dépendance et le coût aussi pour les personnes âgées des maisons de retraite. Bref, on pourrait avoir des vraies politiques sociales. C'est évidemment pas le seul levier, mais c'est un levier majeur. Et je comprends même pas que ce soit pas le truc numéro 1 dans le débat politique français. Après, il y a un truc qui me rassure, c'est moi, à chaque fois que j'en parle sur les réseaux sociaux, etc., c'est en général le moment où on a le plus d'écho. Donc ça parle quand même aux gens, parce qu'ils se disent, ok, en fait, je me fais voler. Moi, individuellement, nous, chacun, tous les jours, on est volé. Et ça mérite une mobilisation, en effet. Comment récupérer cette richesse cachée des nations, pour reprendre une expression de l'économiste Gabriel Zucman, que je crois que tu aimes beaucoup. Il y a plusieurs pistes, les registres bancaires, une vraie liste de paradis fiscaux et pas des pays européens qui ne sont même pas sur cette liste alors qu'ils ont été en plein cœur de scandale. Peut-être l'impôt universel, on sait que Jean-Luc, encore hier, il était à Sciences Po Saint-Germain. Il dit que c'est souvent l'argument qu'on nous oppose, mais de toute façon, si vous arrivez au pouvoir, les riches ils vont se barrer. Ben, en fait, ce qu'il dit souvent, c'est qu'il va les traquer jusqu'en enfer et jusqu'à la lune s'il le faut, parce que l'impôt universel, le pays peut-être le plus capitaliste du monde l'a quand même mis en place, les États-Unis. Et donc toi, qui as beaucoup travaillé pendant des années sur Oxfam, quels sont les leviers pour aller chercher cet argent-là? Bon, ça c'est vraiment le plus important. Vraiment, je veux que tous les gens qui nous regardent, ils se disent pas, comme font la plupart des médias, de toute façon on ne peut pas faire grand-chose, ça a toujours été comme ça, c'est l'espèce de... Maintenant c'est devenu une toile de fond, l'évasion fiscale. Comme si, tu vois, c'était une fatalité. Vraiment, il n'y a pas de fatalité en la matière. Et j'ai un peu l'impression de me répéter parce que pour le coup, les solutions qu'on proposait il y a 10 ans, elles sont toujours valables et c'est toujours les mêmes. Et moi, qui est d'ailleurs une des raisons de mon engagement politique, parce que, bon, c'est un secret pour personne que c'était pas le rêve de toute ma vie, et en même temps, j'ai tellement rabâché dans le vide pendant des années, après chaque scandale, à revenir avec mes mêmes propositions que j'en mettais sur la table, je me dis, là, c'est moi directement qui peut écrire des amendements, qui peut les porter, et qui peut les traduire politiquement. Évidemment, pour que ça passe in fine, il faut qu'on ait la majorité, mais... peut-être que ça peut aussi motiver d'autres à s'engager en politique. C'est pour ça que je le mentionne, parce que moi, de cette frustration, de cette colère, je l'ai traduit en mobilisation politique et voilà, quand je me lève le matin, ça me donne la niaque et je me dis, en fait, on a les solutions et maintenant, t'es une voix directe parce que, par exemple, au Parlement européen, c'est grâce à nous que va y avoir une résolution, d'abord un débat et ensuite une résolution sur les Pandora Papers, que la droite et l'extrême droite s'y sont opposés, même le groupe d'Emmanuel Macron s'y est opposé. Donc, premier message, on peut agir. D'autres s'y refusent, mais on peut agir. Ensuite, comment on s'y prend concrètement? Il y a plein de propositions, tu en as mentionné. Peut-être pour simplifier, pour résumer, je vais en prendre 3. La première, c'est la transparence. Je le disais tout à l'heure, les évadés fiscaux, c'est vraiment comme les vampires, ils détestent la lumière. Donc il faut qu'ils soient toujours dans la lumière. Il ne faut pas qu'on attende d'une année sur l'autre une petite fuite de données, parce que les scandales d'évasion fiscale, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. Imagine, c'est juste qu'on a pu voir de 14 cabinets. Si on avait la lumière sur la taille de l'iceberg en dessous, ça ferait une énorme différence. Donc il faut évidemment de la transparence, à la fois sur l'activité des entreprises multinationales. Nous, c'est ce qu'on défend. Et c'est marrant parce que c'était une proposition que j'avais défendue quand j'étais à Oxfam et maintenant on est en train de la négocier au niveau européen et c'est de ce dont je parlais juste avant qui est notamment bloqué par la France. Et la transparence aussi au niveau des particuliers avec ce qu'on appelle des registres des propriétaires effectifs, donc ceux qui détiennent ces sociétés offshore, parce que souvent elles ont des noms un peu chelous, quoi. En général, tu vas pas créer la société Manon Aubry, tu vois, tu vas faire ça un peu plus discrètement, donc la question c'est qui est derrière. Donc ça, c'est ce qu'on demande à un registre. Ça, c'est le premier volet, la transparence.
Le deuxième volet, tu le disais, si on veut s'attaquer à l'évasion fiscale, il faut s'attaquer au premier maillon, à la locomotive en fait du train de l'évasion fiscale. Et cette locomotive, ce sont les paradis fiscaux. Et en la matière, on sait qui c'est. Sont tous les États qui offrent des avantages fiscaux avec une fiscalité très basse et qui attirent les profits, les richesses dans leur pays. Et tu l'as dit, ce qui est ouf, ce qui s'est passé à la suite de ce scandale, c'est que 2 jours après les Pandora Papers, qui ont quand même un peu une onde de choc au niveau international, l'Union européenne, donc les ministres de l'économie et des finances se sont réunis. Et franchement, je les ai imaginés dans la salle se dire bon les gars, oui quand même il y a un scandale, qu'est-ce qu'on va faire? Et là il y a quelqu'un qui s'est dit Eureka, j'ai une super idée, on va retirer 3 États de la liste de paradis fiscaux. Et donc déjà cette liste qui était quasiment vide, c'est fou. Ils en ont retiré 3, dont les Seychelles qui sont au cœur du scandale des Pandora Papers, ce qui fait qu'il en reste plus que 9. C'est pas un hasard d'ailleurs s'ils ont fait ça, parce que dans les ministres qui siégeaient à cette table, il y avait le ministre de l'économie et des finances qui est directement impliqué, dit qu'on en reparlerait, des Pays-Bas, qui est lui-même. Donc lui c'était dans les îles Vierges britanniques qu'il avait investi. Et je l'imagine bien autour de la table dire non, les îles Vierges britanniques, c'est pas un paradis fiscal, évidemment. Et en même temps qu'il investit dans ce pays. Donc il faut une vraie liste de paradis fiscaux. Et cette liste noire, actuellement, c'est vraiment une carte blanche à l'évasion fiscale. Ça vaut pour la liste européenne, ça vaut pour la liste française qui est encore plus réduite. Dans la liste européenne, tu as genre des États comme Guam et Palau. Bon, je sais pas si toi tu les as entendus parler dans les scandales d'évasion fiscale, mais bon, je mets au défi quiconque de les trouver dans les scandales. En revanche, tu as évidemment pas les îles Caïmans, les Seychelles, les Bahamas, etc. Et tu n'as pas aussi des pays européens comme Luxembourg, l'Irlande. Ouais. Donc il faut une liste crédible. Et troisième chose, c'est ce dont tu parlais, que Jean-Luc aussi martèle pas mal. Le volet qu'on a rajouté aussi par rapport à 2017, c'est l'impôt universel sur les particuliers, mais aussi sur les entreprises. Et l'idée, elle est assez simple, c'est en effet de dire, toi en tant qu'individu, tu as la nationalité française, ou en tant qu'entreprise, si tu as une activité en France, telle qu'elle soit, eh bien, on regarde quelle est ton activité au niveau international, d'une entreprise. Ça, ces informations, en fait, on les a. Enfin, l'administration, c'est pas public, mais l'administration fiscale les a. Donc, si on est au pouvoir, l'administration les aura. Et tu calcules, en fait, la part de l'activité de la personne ou de l'entreprise qui te reviendrait à toi sur ton sol national. Et tu dis, moi, je vais prendre. Et comme tu le disais, sur les particuliers, c'est déjà fait par les États-Unis et ils prévoient maintenant de le faire sur les entreprises. Donc l'impôt universel, c'est un peu, on va prélever à la source et finalement tu coupes l'herbe sous le pied des évadés fiscaux. Et c'est aussi une réponse à ceux qui nous disent, et moi j'en peux plus d'entendre ça, qui nous disent oui, mais il faut attendre que tous les pays européens soient d'accord. Ouais, ok, donc tu attends que l'Irlande et le Luxembourg soient d'accord avec toi pour lutter contre l'évasion fiscale, et puis quoi encore? Enfin, je te reprends l'image du bourreau que je disais tout à l'heure. Donc évidemment, nous on dit qu'on est prêt à le faire, qu'on le fera unilatéralement, et qu'on ira même jusqu'à faire une liste française de paradis fiscaux qui liste l'Irlande et le Luxembourg, et que même s'il faut subir des représailles au niveau européen, on est prêt à le faire. Parce que je pense que si un pays comme la France le fait, on est la 2e économie européenne, en réalité on entraînera dans notre sillage d'autres États. Parce qu'en fait, la plupart des États sont perdants. Il n'y a qu'une toute petite poignée d'États qui sont gagnants. Mais en réalité, on a une espèce de course au nivellement par le bas, alors que là, on pourra en fait changer la dynamique, repartir dans l'autre sens. Et il y a une dernière chose qui est liée à ça, c'est avec cet impôt universel, je pense que ça changera aussi la dynamique sur les discussions pour un taux d'imposition minimum au niveau international. Il y a un accord hasard du calendrier qui vient de tomber, un taux d'imposition minimum à 15%. 15%, pour donner une idée, c'est à peine 2,5 points de plus 13% en Irlande, ouais, c'est ça. Ouais, c'est 12,5 l'Irlande. Donc c'est 2,5 points de plus que l'Irlande, qui a un paradis fiscal notoire. Je ne te parle même pas des exemptions qui sont possibles pour réduire encore ce 15%. Et bon, ça rapportera vraiment 3 cacahuètes à la France, alors que par exemple, avec un taux d'imposition à 21%, on aurait été à 16 milliards d'euros, et un taux à 30%, on aurait été à 40 milliards d'euros. Donc 40 milliards d'euros, ça fait quand même pas mal. Et ça, on peut le faire de manière unilatérale. Et l'idée, c'est en fait de dire, cette poignée de privilégiés-là, nous, on va arrêter la société de privilèges. Dans l'histoire, des révolutions sont nées de la lutte contre les privilèges. On l'oublie, mais 1789, c'est d'abord et avant tout une révolution fiscale. C'est le tiers-État qui se révolte contre la noblesse parce que le tiers-État payait la dîme, donc un impôt, que la noblesse ne payait pas. Et bien là, on est dans une situation un peu similaire, à mon sens, où une grande majorité de la population
paye comme le tiers-état payait, et une poignée de privilégiés, autrefois la noblesse, ne se soumet pas à ces règles communes. Donc j'espère qu'en 2022, on mettra fin à cette société de privilèges. Tu parlais de la noblesse et tu faisais le parallèle avec la Révolution. Est-ce que là, la noblesse au niveau européen où toi tu travailles, tu parlais du ministre des Finances néerlandais. Ce qui est quand même fou, c'est que donc, lui, il est pris dans le scandale. On apprend qu'il a une boîte aux lettres aux îles Vierges britanniques. Et en fait, dans cette liste-là des paradis fiscaux, il n'y a pas les îles Vierges britanniques. Et donc, est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts aussi au niveau européen des personnes qui sont en train de prendre les décisions? C'est aussi ça, est-ce que... Bien sûr, c'est un conflit d'intérêts notoire. Imaginez le mec qui se fait de l'argent en investissant dans les îles Vierges britanniques. Tu l'imagines dire autour de la table, non, attendez les gars, les îles Vierges britanniques, c'est un paradis fiscal. Donc non, c'est une évidence que c'est un conflit d'intérêts manifeste. Et c'est le cœur du sujet parce que ça explique l'inaction en la matière. C'est vrai pour lui, mais pour revenir à notre ami DSK, je veux dire, il a quand même été ministre de l'économie et des finances. Et le mec, si vous avez vu le cache investigation, il a investi quand même très largement dans les paradis fiscaux, en bénéficiant, en fait, en changeant de modèle régulièrement, y compris en utilisant, par exemple, des choses qu'on sait assez peu, comme les zones franches à Casablanca, au Maroc. Donc, quand on a des personnes aussi haut placées, il y avait Tony Blair aussi, par exemple, quand même, l'ancien Premier ministre britannique, encore un social-démocrate d'ailleurs, qui sont censés lutter contre l'évasion fiscale et qui pratiquent l'évasion fiscale, bouclé bouclé. On a aussi le chef du gouvernement tchèque qui avait, lui, des sociétés offshore à Monaco et encore aux îles Vierges britanniques. Et il se trouve que lui, c'est un allié du groupe La République En Marche. Tu en parlais tout à l'heure. Donc il y a Sylvain Maillard qui, lui, est député à l'Assemblée nationale. La réaction de Nathalie Loiseau, contre laquelle tu t'es battu, toi, aux européennes, c'est « on va se poser les questions tabous ». Voilà, c'est sa réaction. Et il y a Macron qui arrive donc à la présidence de l'UE là, le 1er janvier. Le silence de La République En Marche, là, ils doivent avoir vraiment peur. Donc, comment on fait pour vraiment faire en sorte que leur nom sorte, enfin, vraiment que Sylvain Maillard, là, il démissionne. Enfin, Sylvain Maillard, il devrait. Il y a une pétition d'ailleurs qui a été lancée pour la démission de Sylvain Maillard. Et je pense qu'il y a eu des gens qui ont démissionné pour moins que ça. D'ailleurs, dans certains pays, c'est aussi un peu lié à la culture politique française, parce que dans certains pays, notamment dans les pays nordiques, en général, on démissionne pour moins que ça. Ceci étant dit, le ministre néerlandais, à l'heure où on se parle, il est encore au gouvernement. Donc, c'est pas une règle immuable. Et ça démontre aussi à quel point, aujourd'hui, en vrai, bon, je vais être franche, si Sylvain Maillard démissionnait ou était poussé à la démission, ce serait une petite victoire, parce que symboliquement, tu peux dire, bon, le mec, il a été pris la main dans le sac, mais combien t'as de Sylvain Maillard? T'as eu des Cahuzac pendant... Ouais, combien d'autres il y en a? Et moi, c'est vrai qu'à la fin, c'est bébête et grégaire, mais il faut leur reprendre le pouvoir. Comment tu peux avoir confiance dans ces gens-là? Et pour lutter contre l'évasion fiscale, tu vois, c'est comme pour éteindre un incendie, tu n'envoies pas les pyromanes, tu envoies plutôt des pompiers. Nous, en 2022, on sera les pompiers de l'évasion fiscale. Ou plutôt les pompiers de l'impôt, quoi, pour sauver l'impôt. Dans les autres noms dont on n'a pas parlé encore, il y a Aymeric Chauprade qui est ancien eurodéputé Rassemblement National. C'est peut-être l'occasion qu'on les démasque un peu quand même, parce que bon, l'extrême droite... C'est pas très patriote de ne pas payer leurs impôts en France. Ouais, c'est pas très patriote, et quand on regarde un peu quand même le programme économique du Rassemblement National, Marine Le Pen, qui l'a répété il y a 3 jours, elle est contre augmenter les salaires. Sur la dette, toi qui travailles au Parlement européen, depuis que Florian Philippot est parti en 2017, la ligne du Rassemblement National a évolué. Maintenant, ils sont pour rembourser la dette, donc des cures d'austérité qui arrivent, contre l'augmentation des salaires. Pendant les retraites, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais elle est aussi pour le recul de l'âge de départ à la retraite. Donc là, il y en a un qui est pris la main dans le sac. C'est l'occasion de rappeler quand même que l'extrême droite, bon, je pense que la bourgeoisie et que le capital s'accommodent quand même. Très bien. En fait, on voit leur vrai visage. L'extrême droite n'est jamais du côté du peuple. L'extrême droite défend une poignée de privilégiés. L'extrême droite défend le capital, en effet, tu le disais. Et on le voit dans leurs propositions, et puis on le voit aussi dans leur comportement. Donc, à eux qui se prétendent défendre les intérêts d'une majorité, c'est faux, en fait. Ils sont toujours du côté d'une minorité de privilégiés. Et de ce point de vue-là,
peuvent s'accommoder d'ailleurs avec la politique économique d'Emmanuel Macron. Évidemment, je ne dis pas qu'ils sont semblables en tout point, mais là-dessus, en matière de politique économique, oui, ils sont libéraux à tout point, et surtout, enfin libéraux à tout point si j'accorde, et surtout, ils défendent sans cesse les intérêts d'une minorité de privilégiés, et qu'il ne faut pas compter sur eux pour lutter contre les inégalités. Comment on fait, justement, j'en parlais en introduction, mais face à la zémorisation médiatique, les polémiques sur les prénoms, les polémiques sur les écrans plats dont on parlait tout à l'heure, comment on fait pour reparler d'économie? Alors c'est une question très large et tu ne pourras pas répondre là en 5 minutes. Il y en a qui font le travail, je pense à Romaric Gaudin sur Mediapart, Salomé Saké sur Blast, il y en a heureusement qui font le travail. Mais comment on fait pour ramener l'économie, qu'on parle d'économie en 2022 pendant la campagne présidentielle? Plusieurs choses. D'abord, on essaie de traduire ces questions économiques dans la vie quotidienne des gens. Et ça, je pense que c'est hyper important. Parce que si on te répète du matin au soir que si tu n'as pas de boulot et que tu es dans la galère, c'est à cause de ton voisin de palier, plutôt qu'à cause d'une poignée de privilégiés qui s'engraissent, d'actionnaires qui en plus planquent leur argent dans les paradis fiscaux, bah à la fin, peut-être qu'on va t'en convaincre si tu veux, si on essaie de diviser les gens. Parce que c'est ça, en fait. La stratégie de l'extrême droite, c'est diviser l'extrême droite et d'une partie des libéraux d'ailleurs. Donc je pense que la pédagogie c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs ce qu'on fait ici. Évidemment, on souhaiterait que les médias mainstream le fassent, mais merci à toi et à l'Insoumission de faire cet exercice. C'est aussi pour ça qu'on a besoin des gens. Là, je regarde directement la caméra, mais les gens là qui nous regardent, en fait, vous êtes les vecteurs de cette pédagogie. Vous êtes les vecteurs de ce changement culturel, de ce changement d'opinion. Quand vous entendez chez vous, vous êtes le dimanche midi avec votre tante et votre oncle et qui vous disent qu'ils sont dans la galère, parce que plein de gens sont dans la galère, et qui disent il y en a marre de tous ces immigrés qui nous piquent notre boulot. Il n'y a pas d'argent magique. Et où il n'y a pas d'argent magique, bah, vous pouvez leur rappeler que, en fait, non, il y a énormément d'argent qui est perdu parce que l'État refuse d'aller le chercher dans la poche des plus riches. Qu'on a une poignée de personnes qui détiennent autant que 50% de la population. Donc vraiment une poignée de gens, ils tiendraient autour de cette table et ils détiennent autant que des millions de gens. Et donc évidemment, pour donner une idée, Bernard Arnault, s'il dépensait 8 000 €, s'il avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, donc bon, personne n'est immortel, donc même lui, donc il n'aurait pas vécu 200 ans, on serait qu'à 1% de sa fortune, 1%. Donc tout ça n'a plus aucun sens, c'est complètement déconnecté de la réalité. Même si tu lui prends 99,9% de sa fortune, il lui reste tellement pour vivre, et tellement que n'importe lequel des Français a encore. Donc la réponse c'est, d'abord on a besoin de mener la bataille, y compris médiatique. Tu vois, moi à chaque fois que je vais sur des plateaux, essayer de ramener cette question à ces sujets, essayer de parler de la vie des gens, essayer de l'ancrer dans la vie des gens. Et puis, on a besoin que tout le monde mène la bataille avec nous, parce que c'est une bataille d'idées, c'est une bataille de mobilisation. Et pour ça, on a besoin de l'aide d'un maximum, parce que tout seul, nous, ça ne suffira pas. Nous, on mène la guérilla un peu avec nos outils dans les parlements européens ou à l'Assemblée nationale, mais on a de la force que si ça résonne dans l'opinion française. Et d'ailleurs, moi, je le vois, je te le disais, à chaque fois que je fais une vidéo sur ces sujets-là, etc., ça marche, les gens sont curieux, nous posent des questions, donc il y a aussi une soif de ça. Et ça, voilà, c'est la tâche qu'on va faire dans les prochains mois. En tout cas, moi, je suis déterminée à parler d'économie, à parler de partage des richesses. Ce sujet doit être au cœur de la campagne présidentielle, et je sais que Jean-Luc va se battre là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'il a à cœur de faire de la pédagogie sur les sujets économiques. Et d'ailleurs, c'est un des rares qui le fait, j'en connais pas d'autres. Qui arrive à bien vulgariser. Et quand parler d'économie, c'est aussi parler d'écologie. Tu disais là, des personnes qui pourraient être autour de la table, qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. On peut aussi rappeler que 30 multinationales sont à l'origine de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc parler d'économie aussi dans la campagne, c'est rappeler que le capital il détruit, oui l'humain, oui l'exploitation, mais aussi la planète, et c'est faire le lien aussi. Et le problème, c'est que tu disais sur les plateaux, mais souvent tu as peut-être 30 secondes, 2 minutes pour développer, ça doit être assez frustrant. Là, on a le temps de le faire. Et du coup, comment, si tu as un message à faire passer aux gens, aux militants, comment essayer de vulgariser l'économie et de faire le lien justement entre ce que je disais, entre social et écologie À double titre. Le premier, c'est, tu l'as dit, c'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire penser, ce sont les plus riches qui sont responsables du changement climatique. Et c'est pas parce qu'on va augmenter les taxes sur l'essence
comme a voulu le faire le gouvernement, que derrière, on va réussir à venir à bout du changement climatique, ni d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu la dernière petite vidéo de Barbara Pompili, notre chère ministre de l'écologie, qui a en gros dit que c'est les gestes individuels qui vont changer la vie. Non, moi je veux être très tranquille, le dire aux gens, évidemment il faut recycler tout ça, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde face au péril climatique, c'est un changement systématique, systémique de notre modèle économique. Et ça s'organise qu'au niveau étatique, avec des contreparties écologiques qui sont demandées à toute aide qui est versée par l'État, avec des trajectoires très claires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des pénalités qui sont infligées aux entreprises. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, tu as peut-être vu la décision aujourd'hui en justice face à la plainte qui a été déposée par l'affaire du siècle, les 4 ONG qui ont mis en défaut l'État face à son irresponsabilité climatique. Donc, qui rappelle que c'est à l'État, quelque part, d'organiser ça. Donc, dire une chose, qu'aujourd'hui, ce sont les plus riches qui sont responsables du changement climatique. Et donc, c'est eux, leur modèle de consommation, de production qu'il faut changer, du côté des plus riches, mais aussi du côté des grandes entreprises. Et la deuxième chose, c'est que, on ne va pas se mentir, faire la bifurcation écologique, ça coûte de l'argent. Il faut investir dans notre système agricole, il faut investir dans les énergies renouvelables, il faut investir dans la rénovation des passoires thermiques, etc. Ça tombe bien, ça crée de l'emploi. Donc c'est plutôt des emplois qui sont bénéfiques et non délocalisables. 2, cet argent, on l'a. On vient de le démontrer. Avec notamment la lutte contre l'évasion fiscale, dont une partie de l'argent qui peut être récupéré doit servir précisément à la fois à adapter notre pays au changement climatique, parce que ce que dit très clairement le dernier rapport du GIEC, c'est qu'il est déjà commencé. Et quoi qu'il arrive, on va subir les effets, mais pour en subir le moins longtemps possible et que ce soit le moins irréversible possible, alors il faut opérer un changement de cap à 180 degrés. Et ça, pour ça, il faut que l'État joue son rôle d'organiser, de planifier, mais aussi d'investir. Et ça tombe bien parce qu'à la fin, on sera tous gagnants. Il fera plus chaud chez nous et on aura des plus petits facteurs d'électricité à l'heure où ça explose. On mangera mieux, on mangera de la bouffe locale. Bref, tout le monde est gagnant et évidemment, ça permettra aussi de lutter contre le chômage. Donc en fait, c'est un modèle vertueux qui, à mon sens, combine à la fois les questions écologiques et les questions sociales et qui est au cœur du modèle que l'on veut proposer pour 2022. Comme tu le disais Manon, on le souhaite de tout notre cœur qu'on y arrive en 2022 et qu'on arrive à les chasser jusqu'en enfer à tous ces riches qui font que effectivement aujourd'hui il y a des gens, des étudiants qui sont en train de crever la dalle et qui font des queues pour pouvoir bouffer dans la 6e puissance mondiale. On l'espère. Merci beaucoup vraiment Manon d'avoir pris le temps d'être venue et de vulgariser l'économie. C'est très important, d'autres font le travail, je parlais de Romaric Gaudin sur Mediapart, je parlais de Salomé Saké sur Blast, d'avoir le temps de parler d'économie. Parler d'économie, c'est aussi parler d'écologie et on vous invite, nous, à le faire, on vous invite à suivre Manon Aubry qui mène vraiment la lutte, qui est une eurodéputée de combat au Parlement européen et on vous invite bien sûr à nous soutenir parce que c'est vous qui nous donnez la force. Donc abonnez-vous à l'Insoumission et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.